Mais comme les jeunes sont entraînés à appliquer et remplir la mission, quel que soit le coût, ils s'adaptent. Et comme ils s'adaptent très vite, le politique, en permanence, serre la vis. Et c'est un engrenage qui est lancé, comme vous le savez, depuis la chute du mur de Berlin, au moment où, comme toujours, l'histoire est tragique, et au moment où elle devient de plus en plus imprévisible et violente. Au Mali, nous avons des voies de communication qui sont étendues au maximum. Il faut que vous sachiez que les chaussures en plastique, les semelles des chaussures en plastique ont fondé. Sachez qu'en Centrafrique, les gens sont sous détente non climatisée sur des lits picots. Sachez qu'il n'y avait pas de latrines, que vous avez des tranchées à même le sol. C'est ça la situation de nos soldats, c'est-à-dire que nos soldats sont même dans une situation moins confortable, à la limite, si j'ose le dire, qu'à Douaumont ou sur Morom et compagnie. Dans ce chantier qui échoua à notre génération, l'armée aura un rôle essentiel. Nous lui donnerons 4 missions. Bien entendu, il faudra d'abord qu'elle assume sans faille, contre toutes les menaces d'aujourd'hui et de demain, la défense de nos territoires métropolitains et ultramarins, y compris, je le répète, tant la situation est potentiellement grave, de notre espace maritime. Bien entendu aussi, il faudra qu'elle puisse participer efficacement à la défense éventuelle de l'Europe. Plus, il faudra qu'elle soit capable de prendre la tête de la défense de l'Europe, voire de l'assumer presque seule. Ensuite, notre armée sera également un outil essentiel du partenariat global et de très longue durée que nous devons impérativement mettre en place avec toute l'Afrique et tout le Proche-Orient. Mais nous devons aussi donner mission à notre armée de redevenir le creuset de l'unité nationale, une unité qu'il faut aujourd'hui totalement reconstruire. Je ne peux qu'adhérer à ces analyses, notamment sur le constat de la détresse financière de la défense nationale. En effet, une diminution au long cours de l'effort de défense nationale se fait que, en pourcentage du produit intérieur brut, l'évaluation de cet effort conclut à une diminution régulière pendant plusieurs décennies. En 1982, le budget de la défense hors pension représentait 3% du produit intérieur brut. Et en 2015, il n'est plus qu'à la moitié de ce niveau. Il représente 1,5% du produit intérieur brut. En 33 ans, vous voyez, le ratio s'est érodé de moitié. En euros courants, évidemment, c'est-à-dire sans tenir compte de l'érosion monétaire due à l'inflation, le budget de la défense est passé de 12,2 milliards en 80 à 31,4 milliards aujourd'hui. Mais ça, c'est en francs courants. Mais si on comptabilise en francs constants, c'est-à-dire en prenant pour référence la valeur de l'euro actuel, le budget de la défense est passé de 33,3 milliards en 80 à 31,4 milliards aujourd'hui. En valeur réelle, en fait, il a diminué. De réduction des dépenses publiques, il n'a pas été question, mais le député Dhuicq a proposé un recours accru au déficit public et à la création monétaire, c'est-à-dire à l'inflation. Et deuxièmement aussi, malgré tout, on sort du dogme établi du déficit budgétaire. C'est-à-dire que ça pose la question des critères de Maastricht, donc ça pose la question du rapport, ça pose la question du rapport avec la finance anglo-saxonne et américaine en particulier, ça pose la question de la guerre monétaire entre euro-dollar, euro-rouble et monnaie chinoise. Donc votre question, elle est plus vaste que ce que vous imaginez. Non mais je connais ces problématiques, mais dans ce cas-là, on sort de ce dogme, donc c'est-à-dire qu'on fait on change le rôle de la Banque Centrale Européenne. On peut faire plus de 3% de déficit. On change le rôle de la Banque Centrale Européenne déjà. On fait une Banque Centrale Européenne qui a la même compétence que ses concurrentes internationales comme la Réserve fédérale américaine. Ouais. Et concrètement, dans un premier temps, suprême médical d'État, et on arrête les employés. Il faut d'abord revoir notre conception de l'État-providence, qui est aujourd'hui un État qui déresponsabilise les Français. Je crois que l'une des meilleures options serait de ramener les aides, le total des aides à 80-90% du SMIC par personne, ce qui dégagerait énormément de moyens, et puis aussi responsabiliserait les personnes, les ramènerait dans le travail.
Ça serait une mesure importante. Vous pouvez aussi envisager de réduire le nombre d'élus et le train de vie général de l'État. Et enfin, je pense qu'il y a de véritables économies à faire sur certains ministères, par exemple l'éducation nationale. Voyez-vous, quand on constate que le coût d'un enfant dans le privé est nettement inférieur au coût d'un enfant dans l'éducation nationale, il y a de véritables questions à se poser. Il faudrait réduire très fortement les dépenses liées à la politique d'assistance sociale. Il faudrait réduire très fortement les dépenses liées aux fonctionnaires de l'administration centrale et des administrations territoriales, donc réduire les effectifs considérablement. Donc casser le statut de la fonction publique, sinon ce n'est pas possible. Et il faudrait également contrôler, réduire l'immigration de manière considérable.